Richard, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous accueillir ici, chez vous d'ailleurs. Merci. Bah oui, normal, avec plaisir. On va revenir, on va prendre la machine à remonter le temps. On va revenir à votre enfance. Vous êtes né en 1979 en Hollande. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est Apeldoorn. Oui, c'est bien. Apeldoorn. Dans quelle famille vous grandissez? J'avais un père qui était maçon et une mère qui s'occupait de nous. Et j'ai un frère un peu plus grand, 1 an et demi de plus. Vous étiez quel enfant à l'école? Vous travailliez bien? Vous êtes studieux? Comment ça se passe? Non, j'étais un peu nul à l'école. J'aimais pas l'école. J'aimais bien jouer avec les copains, mais j'aime pas l'école. L'école, c'était nul. J'ai fait que le minimum. Mon père, il a dit, parce que j'étais très tôt, je voulais déjà être jockey à la base. Mais bon, jockey galop? Un jockey galop. Ouais. Et après, c'est vite fait, j'ai dit ça, il faut mieux être driver parce qu'avec la taille, ça va être compliqué. Donc, j'ai fait ça. Et mon père, il a dit, tu finis ton école et après, on verra ça. Donc, je vais faire une école de commerce à la base. Et bon, je rame un peu. Bon, les notes, c'était jusqu'à 10, mais moi, j'étais plutôt 5, 5 et demi. Donc, il faut, à la fin d'année, c'était toujours travailler un peu plus dur. C'est pas comme en course, on fait feu au début et après... C'était l'inverse, là, fallait y aller à la fin. Mais pourquoi jockey? Parce que votre père est maçon, comment ça se fait? Comment les courses arrivent dans votre vie? Mes parents, j'étais allé aux courses. Mon père, il avait des amis qui étaient allés aux courses, ça n'allait plus. Et bon, ils étaient souvent dans les tribunes, ils avaient une table au restaurant et ma mère, elle joue un peu de 3 euros. Bon, dans l'époque, c'était pas des euros, c'était des florins. Mais je joue un peu et moi, j'étais avec eux aux courses, mais je m'ennuie dans les tribunes. Donc, j'étais allé aux écuries, aider un peu, au début caresser et marcher un peu, après laver, après préparer. C'est-à-dire que tout seul, vous alliez aux écuries, voir les chevaux et donner un coup de main? Bah oui. Oui, parce que je m'ennuie. Et puis les entraîneurs, ils l'apprécient parce qu'ils n'avaient pas trop de temps. Donc après les courses, marcher, laver les chevaux. Et petit à petit, je vais des week-ends, c'est les entraîneurs. Dans l'époque, c'était Simon Vlaar. J'avais un cheval qu'il appelle Vriend, ça veut dire copain. Ouais. Et c'était le champion d'Hollande. J'étais fan de ce cheval-là, quoi. Donc j'ai venu à cette famille qui avait ce cheval-là. J'appelle la famille Vlaar. Et son fils, il commençait à s'installer comme entraîneur et j'étais commencé chez lui, quoi. J'étais 12-13 ans. Et j'ai trotté les chevaux avec lui au début, après je trottais tout seul. Et déjà les courses, il commence un peu mal à Hollande, donc lui, il avait un boulot le matin, c'est un centre d'équestre, curie boxe et tout ça. Donc dans les vacances, c'était moi qui entraînais les chevaux. Petit, hein, j'étais 14-15 ans. Ah, c'est ça, jeune. Et... bon, ça m'a plu. Après, j'étais comme la Havasek ici, à Hollande. Et bon, petit à petit, je fais des stages et des entraîneurs et je travaillais pour les entraîneurs. Ça dure combien de temps? C'est 2-3 ans 3 ans. 3 ans, l'apprentissage? Ouais. Et ça se passe bien? Ouais, c'était rigolo. Surtout Pourquoi? les écoles, c'était pas trop sérieux. Bon, l'école était très sérieux, mais nous, on n'était pas très sérieux. On faisait que des bêtises, quoi. Que des conneries. Rigolait, que des conneries. Ah, mais on a bien rigolé. C'était des grands souvenirs? Ah oui, et tout le soir, on était partis en ville où on faisait du karting ou dans un bar. Le mercredi soir, c'était soirée discothèque, quoi. On avait La fête. À 11h15, on doit être à l'internat, mais 9 fois sur 10, on ne rentre pas à l'internat. On arrive direct le matin à l'école, quoi. Ah oui? Ouais, bon, des rigolades, quoi. Ça dure jusqu'à quel âge, c'est à peu près? Moi, j'ai rentré, j'étais 15 ans et demi, je crois. Et j'ai sorti 18-19 ans. Et vous allez venir en France, c'est à 23 ans, c'est en 2002, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? J'ai travaillé chez un entraîneur qui s'appelle Bas Krebas. Ouais. Et il voulait bien me garder, mais les courses à Hollande, c'était... Dans l'époque, c'était quasiment fini, quoi. On courait pour 500 € au premier, même pas. Il a dit, si tu veux faire quelque chose, Richard, il faut y aller à l'étranger. Et bon, je l'ai écouté. Il y avait M. Smeding
qui à 40 km d'ici, qui était installé. Bon, qui vient de s'installer, il a acheté une ferme et tout ça. J'avais travaillé 1 an pour lui. Après, ça se passe bien, ça, cette première année là-bas, ici? Au début, on a gagné les courses. Vous ne parlez pas français, hein? Non, je ne parle pas français du tout. Parce qu'à l'école, vous n'avez même pas pris français. Non, j'avais pris option allemande parce que c'était plus facile. J'ai dit, le français, j'ai jamais besoin. Mais ça ne servira à rien, le français. Bien vu. J'ai dit, bien fait. Donc, on n'avait pas fait ça. Et professionnellement, ça commençait bien. On commençait à gagner des courses et tout ça. Après, j'avais un peu de problème de travailler avec sa femme. Bon, des fois, c'était bien. Maintenant, j'ai bien avec elle, mais dans l'époque, on n'avait pas la même vie souvent. Donc, un dimanche, il dit, écoute-moi, je vais aller aux courses, je vais chercher du boulot. Et ça rigole un peu. Il dit, tu parles même pas français. J'ai dit, dans les chevaux, on peut trouver du travail partout au monde. J'ai dit, pas de problème. Et le soir, moi, je connaissais Robert Lacroix, c'est un ami à moi. Et il dit, tu ne connais pas quelqu'un qui cherche quelqu'un à travailler? Et il a dit, oui, Michel Charlot, il cherche du monde. Mais bon, Michel, il ne parle pas anglais, et moi, je ne parle pas français. Ouais, donc, c'est lui qui m'a appris beaucoup. C'est là où je commençais à parler français, parce qu'il n'y a personne qui parle anglais. Donc, Vous avez peur de rien? Parce que de venir déjà en France au début, là, de partir, de dire, moi, je m'en vais, ça ne me plaît pas. Franchement, au début, c'était compliqué. Mais j'étais avec une copine, avec ma ex-femme. Ouais. Bon, j'étais pas marié, mais je dis toujours ma ex-femme. Mais on était 15 ans ensemble. Et si elle n'était pas avec moi ici en France, c'est sûr que j'étais parti. Parce que je connaissais personne à la base. Et quand j'ai parti chez Smeeding, c'était dur. Hein. Après, j'ai passé la route, il y avait 150 km tous les jours, hein, aller-retour, donc 300 bornes. Donc je travaillais que pour moi en voiture. J'ai dit à Michel, on ne va pas continuer comme ça. Parce que déjà, j'avais quelques chevaux ici, avec mon père et avec ma copine dans l'époque. Et donc je voulais rentrer le soir, mais bon, ça ne sert à rien, il faisait nuit. Mais bon, je voulais rentrer, j'avais ma copine là, et bon, 5-6 fois par semaine, j'ai rentré quand même. En plus, je ne menais pas. Ah ouais, il m'a fait mener deux coups. Ça me faisait pas trop plaisir, mais il s'est bien rattrapé parce qu'il m'a loué des bons shows après, derrière. Et on reste toujours amis. Il était là, d'ailleurs, pour le Nouvel-An. Donc, Mais du coup, vous faites quoi, alors? Parce que ça ne va pas, les kilomètres, ça ne va pas, c'est trop loin. Après, c'était compliqué. Je suis tombé sur une ferme abandonnée. Il n'y avait plus rien, quoi. Tout était en ronce. Il y avait une ancienne ferme de canards ici. Donc on a acheté ici et puis petit à petit on a... Comment vous parvenez à acheter? Mais on a acheté, c'est une bonne question, parce que c'est pour ça j'ai travaillé chez Michel, la ferme elle n'était pas faite. Donc après la banque, il ne me suivait plus parce que j'avais plus de contrat, plus de CDI, quoi. Donc quand vous arrêtez chez Michel Charlot, vous ne pouvez plus avoir de prêt, c'est ça? Non, c'est ça le problème. Et du coup, ça s'appelle ADECO, un truc comme ça, un truc pour les emplois. J'étais allé là-bas, j'ai dit, il me faut un travail pour hier. Est-ce que vous avez ça? Et oui, on a ça. Donc on arrive dans une usine de canards pour du foie gras et tout ça, là. Et il a dit, c'est dur. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, on y va. De toute façon, si je gagne les courses, j'ai dit, Richard, il n'est plus là. Et puis, c'est commencé comme ça. Parce que là, du coup, vous allez travailler, vous allez avoir 2 boulots? J'ai commencé à 4 heures à l'usine, le matin. Je rentrais vers 1h30, 2h. Je mangeais vite, fait un sandwich, je faisais 5 minutes de sieste et après, je travaillais les chevaux. Et ça pendant 1 an. Pendant 1 an? Ouais. Et c'était dur, hein. Mais bon, il faut le faire. Par contre, si le dernier travail au monde, je ne le ferai plus. Ça, l'usine, c'était dur. C'est une drôle de boulot. En plus, c'était un abattoir, quoi. C'était de la merde, quoi. Ça vous a construit aussi? Passer par là? Je pense, oui, parce que ça durcit. Je ne vous cache pas, hein, quand j'étais là avec ma copine, on a acheté ici, on avait une cuisine, et il y avait une salle de douche
que des carrelages et l'intérieur des douches, il était carrelé, le reste c'était du béton. Après, on avait une cuisine, il n'y avait même pas de fenêtre, on avait mis une planche devant la truc avec la mousse, on vivait dans une pièce. On était malades tous les deux, on avait 40 de fièvre, on était en pleurs, hein, comme on dit gamin. Hein. J'ai dit qu'est-ce qu'on branlait, hein. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait là. J'ai dit on est fous, hein. On était malades, là c'était dur, c'était vraiment dur. Mais bon, ça porte des fruits après. Bon, elle est partie après, elle se plaisait pas en France, je pense. Et puis moi j'avais ça. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui me fait tenir? Après j'avais des chevaux déjà, donc c'est des chevaux. Et j'avais un peu de cul, je tombais sur des bons chevaux. J'avais Ordurin, Paolo Colons, Michel il m'a envoyé Rapido des Bois. Et puis ça permettre de petit à petit de construire, faire une piste, de faire la maison, de retaper la maison. Vos parents étaient là au départ avec vous? Ils vous ont aidé? Ils m'ont aidé un peu, bien sûr, ils m'ont aidé financièrement déjà parce que j'arrive avec 2 valises, une copine et une voiture. Donc la copine est partie avec les 2 valises, j'avais la voiture. Je n'avais plus rien. Voilà. Donc voilà. Et au début, ils m'ont aidé beaucoup. Et ils viennent souvent. Vous n'avez jamais voulu repartir? Non, pas vraiment. C'est bizarre parce que je parle quand même plus facilement hollandais, mais par exemple, quand je vais à Hollande, ça me gêne de parler hollandais. C'est bizarre. Ah ouais? Quand j'ai des magasins et tout ça, j'aime pas quand c'est trop gentil, trop fait et tout ça. Là, donc ça m'a... Je sais pas, j'aime bien l'Hollande parce que c'est un peu plus luxueux quand tu vas dans les hôtels et tout ça. La ville est plus luxueuse peut-être, hein. Mais moi je préfère ici au calme. Être français maintenant? Oui, c'est plus français presque que hollandais maintenant. Comment se passe l'arrivée de Timoko ici, chez vous? Timoko, j'avais le demi-frère de Timoko, Paolo Colons, par Michel Charlot encore. C'était le premier qui m'a mis à location. Et c'est un cheval très correct. Il a, je pense, à 4 ans, il avait plus que 80 000, presque 100 000 euros de gains. Et M. Van Klaveren, dans l'époque, il m'a contacté si je ne voulais pas louer un frère à Paolo Colons. Bon, j'ai dit oui, je n'avais pas beaucoup de chevaux. J'ai dit bien sûr, j'ai dit c'est un cheval qui trotte. Il faut le chercher, c'est non du mur. OK. Donc en fait, vous ne l'avez pas vu? Je ne l'avais pas vu. Non. Heureusement. Ah ouais? Pourquoi? Parce que le cheval, il n'était pas beau. Et il avait des poils longs comme ça. C'était les petits poussins dans le champ le dernier qui mangeait, quoi. Il n'était pas autoritaire, il était tout gentil. Quand j'ai vu le cheval, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'appelle Nono, je dis, mais il est déjà dévoré, le cheval. Mais non, il n'est pas dévoré, le cheval. Le cheval, il est attaché dans une box quelques jours, quelques heures ou un truc comme ça, mais à l'école, pour comprendre, il faut l'attacher, mais il n'a jamais été attelé. Bon, j'ai dit, bon, on va voir. Je l'ai attelé au bout de 3 jours, je crois. J'ai dit, et même à la piste, j'ai dit, bon, on va voir ça. J'ai dit à mes ex-femmes, lâche-moi. J'ai dit, tu regardes si je ne tombe pas dans les fossés, dans les barrières. Mais bon, le cheval est arrêté, avancé, à droite, à gauche. Moi, j'ai dit, c'est bien un peu. Donc en fait, en location, on rappelle, vous ne prenez pas de risque, vous l'essayez, mais ça n'engage pas de frais. Hein. C'est ça la location. Oui, bon, c'est toi qui as les frais mais bon, c'est pas... De tous les jours, oui, mais voilà. Vous ne l'achetez pas, quoi. Non, je ne pouvais pas de toute façon. Bah, oui. C'était que comme ça vous travailliez à l'époque? Ouais. Au début, oui. Ouais, bon, il y a mon père qui a acheté Ordurin, Pouvoir Magique. C'était pas mauvais non plus. Donc il arrive, il ne ressemble pas à grand-chose, il est gentil, c'est déjà bien, ce Timoko. À quel moment vous sentez que c'est un cheval de course? Pas très tôt. Le cheval de course, oui. Le cheval de course, direct, j'ai dit, il va courir. Mais d'être bon, je fais à mesure de courir. Le premier, on gagne à un gain. Après, il fait 4 fois au galop parce qu'il n'avait pas assez de force. Et la première fois qu'il m'a impressionné, je crois que c'était prix de Saint Autostar. J'avais un numéro en dehors, je pense. Et je pris tête et corde, il marche 13 à 3 ans. Oh, j'ai dit là quand même. 13 à 3 ans à l'époque, ouais. Jean-Michel, il avait mené un coup, il a dit il faut mettre du poids. Donc moi, je l'ai couru le premier coup que j'ai gagné moi à Vincennes, prix de Riom, je crois. J'étais à côté de Jean-Michel. Jean-Michel, c'est Jean-Michel Bézières. Tonquin de Bellevue ou un truc comme ça.
Et au poteau, j'ai pris ça d'avantage. Il m'a dit pas bravo, je sais pas. Qu'est-ce que tu as changé, il a dit. Et j'ai dit, bon, j'ai mis des flaps et des combi-pattes, quoi, avec des cloches, et ça allait. Ah oui, pas bête. Bravo. Et c'est mon veto dans l'époque, Nicolas Serrault. Il a pris des angles de pied. Il m'a dit, il faut que tu coupes la pince et les courber Freddy 4. J'ai dit quand même, j'ai dit, jamais il m'a dit, il met du poids. Moi, j'ai dit, j'ai mis du poids, j'ai gagné avec. Et lui, il a dit, coupe les pieds et des Freddy 4. Bon, j'ai dit, c'est pas compliqué, on a fait un essai à Agen. On était allé à Agen. On avait demandé si je pouvais travailler les chevaux après les courses, donc on a travaillé après. J'ai fait 4 intervalles de 1000 mètres, 2 avec des fers, doucement, et 2 à fond sans les fers, sans bottines, sans rien. Et le troisième intervalle, j'ai fait, j'ai chronométré au milieu de la piste 3 ans. Hein. J'ai chronométré 11. Bon, j'ai dit... Déconne. Déconne le bordel. Mais bon, il était bien. Je fais la dernière, j'ai feu, 11. Ah, j'ai dit, prière Beviel, on va pas taper loin. Groupe 1, prière Beviel, groupe 1. On peut être peut-être 2, 3, 4e derrière Torino d'Orvilliers et Tucson. Et puis au poteau, j'ai dit, oh, je peux gagner. Donc 50 mètres avant le poteau, j'ai pris un peu de risque et j'ai passé. Et j'ai gagné. Timoko, tout le sud-ouest, pousse Timoko. Moi, c'était un miracle, quoi. C'était magnifique. C'est un grand souvenir encore. Hein. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que, attends, c'est devenu de rien. Je me fais chier ici aussi. Hein. On a bossé, on a pris des coups durs ici aussi. Attends, on a fait des tuyaux d'abreuvoir et tout ça à la main ici avec ma ex-femme. Hein. On a creusé. Il y a l'entrepreneur qui est venu après, il a dit oui, mais les tuyaux, ils ne sont pas assez profonds. J'ai dit, tu l'as fait toi, 800 mètres à la main. J'ai dit, c'est bon, on n'avait pas de sous. Ah oui, je comprends. Ben oui, j'ai un mini-pelle, moi j'avais rien. Donc on a tout fait ça avec leurs mains. Là. Donc quand tu as des grandes courses comme ça, dans l'époque, c'était que pour les grands entraîneurs et des grands, quoi. Et après, il va enchaîner aussi avec le critérium des 3 ans. Il a explosé le record. Oui, il est parti au galop. 3-4 foulées. La montée, c'est comme il la voyait un peu. Souvent, je l'ai débouché à mi-montée parce qu'il lâchait la mort un peu. Bon, c'est normal, ça monte, mais après, il réagit bien. C'est un cheval froid. On a gagné 7 fois consécutif à Vincennes, je crois, que des groupes. C'était magnifique. Cette année-là, je crois, on n'a que battu à Avanches pour le Grand Prix de l'UET, la finale, je crois. Déjà, à 3 et 4 ans, il a remporté 5 groupes 1 sur les 7 qu'il a courus. Il est déjà le leader de sa génération. Votre drive, elle a été très décriée à l'époque. Oui, elle était critiquée, mais je connaissais mon cheval. Il n'y avait que Pierre Creuse qui m'a toujours défendu au Equidea Turf Club. Il a dit de toute façon, s'il ne fait pas ça, il est battu. Et derrière le cheval, quand on courait derrière, même des fils de Timoko aujourd'hui, mais quand on courait derrière, il ne respirait pas pareil. On a fait ici au travail, on a travaillé les chevals avec une caméra embarquée au scope. Et quand on le met derrière le cheval, il n'avait pas la même position de tête et il ne respirait pas pareil. Donc le cheval, il était mieux à laisser faire son action. Et il n'y a pas beaucoup de courses qui gagnent quand il n'était pas tête et corde ou nez au fond. Mais ça vous touche, non? Parce que la presse aussi, elle n'a pas été tendre. Enfin, tout le monde disait, il fait n'importe quoi, Westering. Au début, oui, il dit si je tue mon cheval et tout ça, mais je connaissais mon cheval quand même. Ça vous touche pas? Au début, ça m'a fait chier. J'ai dit je ne veux plus répondre à la presse et tout ça, mais après, c'est très facile à dire. J'ai attendu pour étonnant, il faut l'arrêter, il fait n'importe quoi. Timoko, c'était pareil. Pourquoi il continuait? Pourquoi les maladies de Lyme? Foutu la paix, je crois. Mais le cheval, il était en plein pot. Après, il avait qu'une maladie de Lyme. Hein. C'est rien de grave. Hein. Même après les trucs, les chevaux, il faut écouter tes chevaux. Bon, on essayait de faire pas trop de conneries. Étonnant, on a réessayé. On a fait un super début. Mais on est critiqué, on a toujours critiqué. Mais vous allez laisser votre place au sulky malgré tout? Oui, ça c'est plutôt le poids, je pense. C'est le poids? Le poids, et moi
À un moment donné, j'avais plus de plaisir. Maintenant, ça m'a fait un peu plus plaisir quand même d'aller au ski. Le seul pilote qui... il y en a deux pilotes aujourd'hui que je mets avec les mains fermées, c'est Anthony Barrier et Björn Goop. Björn Goop, il va toujours pour la gagne. Et s'il fait une connerie, la deuxième coup, il ne le fait pas. Donc, Björn Goop, c'est pas n'importe qui. Hein, il gagne partout. Ouais. Et il était très important pour mon écurie parce que Timoko, Drimoko, sans Björn Goop, je pense que la carrière est peut-être finie un peu avant, hein, Timoko. Et Drimoko, sans Björn Goop, Drimoko, il n'était pas connu. Pourquoi, sans Björn Goop, la carrière de Timoko est terminée avant? Parce qu'il croit énormément à mon cheval et c'est un clic extraordinaire. Il connaît le cheval tellement, il respecte le cheval et il avait un clic extraordinaire. Il n'avait pas la même position de tête avec, il avait la tête, je ne critique pas Joshua Beck non plus, il a fait un super boulot aussi, mais il était peut-être plus dur dans les mains pour ce cheval-là. Il gagnait énormément de courses avec aussi, hein. Je ne dis pas, mais ça change le comportement du cheval et après il a énormément de réussite. Le cheval, il était bien, c'est un crack. Hein, mais... Ça a été le crack, très jeune, à 3 et 4 ans, on l'a dit déjà. Et il y a eu en 2011 cette maladie de Lyme qui va le toucher. Ça aurait pu tout virer au cauchemar finalement. Oui, maladie de Lyme, c'était... Certes, ça allait jouer un rôle, ça passait un mauvais moment juste avant le meeting d'hiver. Mais à 5 ans, la carrière pour les chevaux, c'est juste entre des courses de l'âge et les vieux. Je pense même un cheval comme Radicache à 5 ans, c'est pas leur plus grande année. Donc c'est très compliqué, où ça passe, où ça casse. Donc la maladie de Lyme va durer combien de temps? Ça dure quand même, c'est une histoire marrante un peu quand même, parce que dans l'époque on ne connaissait pas la maladie de Lyme. Maintenant on a des antibiotiques et puis ça passe. Donc c'est les tiques qui... C'est les tiques. Maintenant ils disent que ça peut aller aussi par les moustiques et tout ça. C'est tout qui pique apparemment, du sang, qui suce du sang. C'était marrant parce que c'était encore Nicolas Serrault, mon veto, qui suivait les chevals. Et avant le Continental, on avait fait 6 semaines, c'est cette piste ici là. On a marché les lignes droites et on a trottiné les lignes droites et les virages au pas, 3 tours pendant 6 semaines. Sinon, on faisait coup de sang. Coup de sang. Et une dizaine de jours avant la Continentale, il a dit tu peux retrotter. La prise de sang, j'étais bien. J'ai trotté 2 fois 500 mètres, un jour de repos, 4 fois 500 mètres, un jour de repos, 6 fois 500 mètres. Il fait une prise de sang. J'avais engagé le cheval parce que je voulais courir le prix des Marek. Il dit, tu peux courir. Et tu peux gagner, il a dit. Bon, j'ai dit, toi, t'es fou, toi. J'ai dit, attends, c'est pas un réclamé, hein. J'ai dit, c'est un groupe 1. Et dans la dernière ligne droite, je laisse aller, il poussait un peu parce qu'avec la maladie de Lyme, il avait un peu d'articulation qui était douloureux. Donc il passait quand même un peu à droite. Et je gagne quand même, mais là, c'était un moment... moi, je rigole toujours quand il y a du monde. Quand je voyais du monde ému à la télé, je dis, mais pourquoi je ne comprenais pas, je n'avais jamais eu ce moment-là. Donc je moque un peu du monde qui pleurait pour les conneries, pour les victoires, quoi. Je dis, pourquoi il pleure? Il faut être content. Et là, j'étais au ski et j'avais les larmes qui coulent. J'ai dit à Robert Berg, j'ai dit, c'est pas possible, en anglais. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il a eu 3 petits travails de merde et j'ai gagné ça. J'ai dit, c'est pas possible. Tu sais jamais, tu croyais que c'était fini. Bon, moi, je ne connaissais pas maladie de Lyme. Maintenant, la maladie de Lyme, ils sont tous maladie de Lyme. Même en Suède, il y a beaucoup de maladies de Lyme. Donc, maladie de Lyme, un cheval, il chope ça toujours une fois dans sa vie, je pense. Mais c'est comme ça. Pas que ici, hein, partout. Ah ouais. Celui-là qui n'a pas de maladie de Lyme, il ne contrôle pas. Ça, c'est sûr. Je suis sûr de moi. Mais bon, ça, c'est... Mais ils disent c'est un âne ou je sais pas quoi. Ils disent il est pas bon, le cheval. Il était bien au début, mais maintenant il est plus bon. Ouais, 9 fois sur 10, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça c'est chiant, mais ça se soigne quand même. Plus ou moins. Oui, il y en a qui passent à la trappe, mais je pense que ça se soigne quand même, avec du temps, mais il faut du temps, des fois.
Des fois, ça se soigne très vite, avec certains chevaux, mais des fois, il faut un peu de temps. Il y a l'Elite Lope, évidemment, le premier en 2014. Ah, c'était magique. Quand on avait gagné ça, j'ai dit c'est la plus beau journée de ma vie. C'était magique. J'ai rêvé de l'Elite Lope, de courir l'Elite Lope quand j'étais petit. Mais bon, on a gagné 3 fois maintenant. Mais c'était en 2014, c'était la première fois on a vu ça extraordinaire. La batterie, les gars, est cachée, la finale était des cordes, et au-dessus de l'eau, quoi. 2 Timo Kåg, kommer han närmare ett pandemotör, månne gör han det, men invändigt, där har vi Timo Kåg! C'était magique, c'était un moment magique. Avec le public et tout, moi je me mets toujours dans la piste. Et tu vois tout le public devant toi, ça gueule, ça applaudit. C'est un moment magique, ça. Toujours quand tu es à l'Elite Lope, mais moi j'ai eu la chance un peu de le gagner 3 fois. Courir avec 3 chevaux différents, Drimoko, Étonnant et Timoko. Timoko, il a gagné 2 fois. C'est le plus grand moment de votre carrière? Ah, les 3 Elite Lope, oui. Les 3 ou... Ben, les 3, ils sont aussi jolis l'un que l'autre. J'ai du mal à départager. Par contre, avec l'expérience, on a fait les plus grosses fêtes. C'était magique, quoi. La dernière Étonnant, c'était magique aussi parce que le cheval, il fait la faute, tu passes dans toutes les émotions. Tu dis, bon, ben, c'est terminé. Et après, on gagne quand même. Mais après, les soirées qu'on a fait, on avait des limousines, on allait à un restaurant, on faisait la fête, quoi. Comment vous vivez la course? Vous voyez tout bien clair? Comment ça se passe? C'est compliqué à dire comment, au début, avant la course, ça va à peu près, mais pendant la course, tu es stressé quand même. Quand ton cheval est en piste, moi, les moments plus durs dans les courses, c'est quand on est dans une tribune, on ne peut plus rien faire. Donc une fois le cheval est parti en piste, c'est là où je me stresse. Avant les grandes courses, je n'ai pas trop de stress quand ça se passe bien, sauf quand ton cheval il a un pépin, comme on avait plusieurs fois avec Étonnant. Le Timoko n'avait jamais un problème. S'il a eu une fois un problème à un pied et la maladie de Lyme, mais sinon, si, il faisait toujours des blagues ou en température ou en connerie ou en gratinure 3-4 jours avant la course. Toutes les courses étaient gagnées, bon, pas toujours, mais 60% des courses, il avait une connerie ou un fer soulevé ou un pépin et t'en avais peur. Une connerie ou tout ça. Pour voir si vous avez les nerfs solides. Ça. Oui, voilà. Mais sinon, tu étais serein. C'est un cheval qui n'était pas fautif. Mais les courses, l'Elite Lope, quand une fois tu es au milieu de la piste, bon, tu es là, tu dis aux presse, éloigne-toi un peu, parce que mets le zoom, parce que si tu mets la caméra comme ça va pas aller. C'est trop dur. C'est le cœur qui palpite, c'est quoi? Ah oui. C'est marrant parce que dans l'époque, c'est marrant. Dans l'époque, j'avais toujours qu'il y avait des grands courses. J'ai dit que j'avais pas de stress, mais je rêve souvent de la même chose. Et j'ai rêvé toujours quand j'ai descendu le ski dans le dernier virage et j'ai en train de pousser. Pousser moi-même. Donc, je sais pas si c'est un cauchemar, mais où je prépare mon cheval et j'arrive jamais à préparer. J'ai tellement lent que j'arrive pas à préparer avant le départ, quoi. J'avais toujours les mêmes rêves comme ça. C'est des cauchemars quand même. Mais bon, après, je sais pas. Je me mets toujours dans la course. C'est même, on gagne en 2014 l'Elite Lope. J'étais avec Hervé, mon gars, c'était toujours un pote à moi. Hervé Ganzenotti, qui travaillait ici pour 8 ans, je crois. Et on avait gagné l'Elite Lope. Et quelques semaines après, ou une semaine après, on était réclamé à EOS. On était comme les fous dans les tribunes. Hein. C'était un apprenti qui l'a mené, Gas Engel qui l'a mené. On était dans les fous, on tapait dans les mains. J'ai dit, regarde, on vient de gagner l'Elite Lope. Ils croient qu'on est fous pour réclamer, quoi. Mais on était plein dedans, quoi. Mais j'aime bien l'émotion des courses. Il faut vivre les courses. Surtout quand on gagne, bon, on gagne pas
On ne gagne pas 150 courses dans l'année non plus, hein, donc on est bien content si on. Elles si sont on toutes gagne. belles. Bah oui, elles sont tous belles. Alors, Timoko va être le cheval d'une vie. 36 victoires, 15 groupes 1, plus de 5 millions d'euros de gains. Des groupes 1 obtenus de 3 à 10 ans. Cette longévité. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Timoko? Timoko, c'était un roc. Timoko, il a tout fait. Il avait des vitesses, il était facile, il était gentil. Il est gentil, il est toujours gentil. Il avait tout. Il avait tout, c'était machine à trotter. Un guerrier. Il disait jamais non. Il était toujours au taf. Ça, Timoko, il a donné beaucoup à moi, il donnait beaucoup dans la région, il donnait beaucoup au monde des courses. Timoko, c'était un cheval qui était très populaire. Il avait une chanson, il a des films, un fan club des supporters. Et il y avait des bus complets qui partaient à Vincennes. Il y avait du monde de Hollande qui viennent. Il y avait du monde de partout où on va. Il y avait des fans qui nous suivaient. Il y avait... Même ici dans la région, on a fait avec les mairies et tout, on faisait des fêtes. Pour la région, c'était tout le monde ici. Timoko, il est plus connu que Richard Westrenck. Ici, c'est une star ici. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Tout. Il m'a changé toute ma vie, il m'a tout donné. Il m'a même donné les tenants, tu vois. Non, et Timoko m'a fait... surtout, il m'a tout donné, mais il m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Parce que... grâce à un cheval comme ça, tu es connu partout, tu es invité partout, tu es invité à un match de basket, tu es dans un loge au rugby, ça ouvre les portes partout. Même à Vincennes. Dans cette époque-là, j'avais même pas dire mon nom, où tout était ouvert. Tu pouvais aller partout, quoi. Tout le monde te connaît après. C'est grâce à un cheval comme ça, sinon Richard Westrenck, personne ne le connaissait. Ça, c'est sûr. Souvent, vous dites, je ne suis pas un vrai entraîneur. Ouais. Je ne suis pas comme les autres, en tout cas. Je sais pas... Moi, j'aime mes chevaux, j'aime le boulot. Mais surtout, je vois depuis 3-4 ans des chevaux. Moi, je fais mon travail, hein, mais... Je ne travaillais plus comme avant, je ne fais pas des trucs de folie. Bon, il y a des journées plus ou moins... j'ai dit, putain, maintenant on a travaillé, mais j'ai fait ça en sorte un peu plus homogène, quoi, plus calme, je profite plus de ma vie. J'ai un fils qui... Des fois, je dis, bon, salut les gars, je pars avec mon fils à la piscine, mais je pars, je fais des trucs avec mon fils, quoi, et avec ma femme. C'est plus facile, je n'ai pas toute la journée à stresser, il faut que je fasse ça. En plus, heureusement, j'ai une bonne équipe, donc je ne me plains pas. J'avais toujours eu du bon monde autour de moi, donc qui j'ai pris confiance, je pouvais partir, donc c'est facile. Vous trouvez que vous avez de la chance? Bah, il faut le trouver quand même. Ou c'est du talent? Bah, moi, j'ai pas... Je dirais jamais que j'ai du talent, j'ai un truc différent que les autres entraîneurs. J'ose d'engager. Et si tu vas pas à Paris, ici dans le sud-ouest, malheureusement, dans le sud-ouest, tu ne trouveras pas un bon cheval. Si un cheval, tu peux trouver un cheval comme un Brissac, il était là, mais il faut vraiment un cheval dur qui est au-dessus de l'eau. Mais je suis sûr, il y a des bons chevaux dans le sud-ouest. S'ils font une carrière à Vincennes, ils peuvent aller avec des bons. Mais si tu ne vas pas, tu ne gagnes pas. Et tu ne le trouves pas. Il faut être audacieux. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on ne sait pas, des fois ici, il faut rendre 25 mètres. Ce n'est pas les mêmes courses. Corde à droite, là-bas, tu cours toujours avec les mêmes. Dans les groupes, tu cours toujours avec les mêmes. On parle de Séverine, votre femme. C'est un pilier pour vous? Ah oui, c'est une femme adorable, plus gentille, il n'y en a pas. Et elle fait de plus en plus, elle avait peur des chevaux, maintenant elle ne mène pas. Mais celle qui nourrit les chevaux, j'ai plus le droit de les nourrir, celle qui les fait. Elle prend son temps, c'est bien, je trouve ça important.
on veut toujours aller trop vite, nous. Et elle prend son temps, elle regarde les chevaux, elle nourrit, elle nettoie, elle ramasse les foins autour. Elle fait ça à la perfection, donc je ne peux pas faire mieux. Donc je laisse faire, mais c'est une femme qui est très soigneuse pour nous, pour mon fils, et pour les filles et pour moi. Et ouais, adorable, quoi. C'est bien parce qu'elle est là pour des bons moments et pour des mauvais moments. Donc si on a un coup de morale, un truc comme ça, c'est toujours c'est bien. On est très bien ensemble. On s'est bien trouvés. Séverine disait, parfois je le vois observer les chevaux de la terrasse et il a l'air complètement fasciné, c'est vraiment son truc. Il a une espèce de fascination pour cet animal. Je ne crois pas qu'il pourrait faire autre chose de sa vie. Elle a peut-être raison, mais des fois je pense, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'on peut faire après, quoi. Parce que je ne me vois pas... Bon, avec tout le respect qu'ils en font, hein, jusqu'à 80 ans, ceux qui et tout, mais moi je ne me vois pas faire ça jusqu'à 80 ans. Quand même. Bon. Oui, il n'est pas en Jean-Pierre Dubois. Ah non, non, c'est pas bon. Bon, lui, il va aimer ça, donc il faut faire ce qu'on aime. Mais j'abandonnerai pas les chevaux, je pense, mais... Peut-être autrement, je sais pas encore. Je vais réfléchir. Justement, c'est quoi vos hobbies à côté? Oh, moi j'aime tout. Moi j'aime bien les musiques, les concerts, des trucs. Avec mes amis, 2 fois par an, je vais à Hollande, je fais un concert. Ouais, j'aime ça. Moi. Karaoké aussi, je crois que... Karaoké, c'est bien. Vous êtes un dieu de la scène. Non, ma femme, elle dit toujours, tu chantes pas, tu hurles. Mais c'est pas grave, on a un plaisir. On n'est pas à la Star Academy ici. Le principal, c'est de prendre plaisir à être ensemble et à chanter. Ah oui, et pétanque aussi, l'été. Pétanque. Pétanque, on fait des concours. Là. Le samedi, s'il n'y a pas de course, j'y vais avec mes amis, on fait des pétanques. Bon, des fois, on est bon, des fois, on est moins bon. Quoi. Vous avez combien de chevaux? En tout, 18, je crois. Vous voulez réduire? Oui. Pour profiter? Pour profiter. Bon, je pense pas, mon fils, il va aller dans les chevaux, donc... Il a quel âge, votre fils? Il va avoir 12 ans, là. Mais je n'intéresse pas aux chevaux. Donc, je ne le pousse pas. J'ai dit, c'est un métier, quand même. Bon, moi, j'ai eu des chances, je peux faire... moi, je vis quasiment avec mes chevaux à moi. Donc, j'ai pas trop de propriétaires, j'ai pas trop commercial, moi. Moi, j'aime pas de téléphone, j'aime pas... Je suis pas trop commercial, donc je vends pas trop. Moi, un propriétaire, je l'appelle pas, donc c'est pas trop mon style. Donc maintenant, il faut heureusement j'ai mes chevaux, je peux gérer mes trucs. Et si j'ai pas de suite ou je trouve pas un apprenti qui va reprendre ici, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui je peux installer ici, qui est motivé, qui je peux guider, je ne laisserai pas tout, mais... Parce que vous êtes tout jeune, vous pensez déjà à ça? Ah oui, mais bon, moi je trouverai encore un cheval, après c'est terminé. Moi je garderai toujours un peu de chevaux, mais moi je ne veux plus... Moi je pense déjà ça, 10 ans encore, après c'est... On va faire autre chose. Next. Ou, oui, voilà. Un bon cheval. Moi, je dis pas un crack. Bon, un crack, on a déjà 2 et on a eu Fred Bidam, on a eu des bons chevaux entre 2. Hein. Drimoco. On a eu, oui, on a eu des chevaux qui tiennent la route. Donc, du coup, vous ne pensez pas que c'est Ace, hein, c'est ça, le prénom de votre fils, va prendre le relais? Non, je ne vois pas Ace. Vous n'avez pas envie en plus? Lui, il n'a pas envie, non. Et vous non plus? Oh si, si lui il veut, je ferai tout, mais je n'interdis pas, il fait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être plus que moi à cet âge. Et je pense qu'il est très observateur. Et il a compris les courses, c'est pas que la victoire qui est belle, il voit aussi des défaites. Donc, il a dit c'est dur, même avec des bons chevaux, c'est pas facile. Le prix d'Amérique détonnant, c'est le pire cauchemar d'avoir vécu en course. Parce qu'on était grands favoris, quoi. Et on prend une claque, quoi. On prend une branlée, quoi. Un baiser. Favori, nulle part.
Ah oui, c'est la plus grosse claque qu'on a prise. Vous n'aviez pas de regrets pourtant. Ça s'est mal Ah, passé. ben, c'est mal passé, ça arrive. Hein. Mais on se met dedans et puis c'est quand même la course en France. Donc on ne se croyait pas être plus loin que 4e peut-être. Donc on était nulle part. J'en veux personne, mais c'est... Ah, ça fait pas plaisir. Hein. Tu prépares tout était à jour. Hein. Tout était là et ça se passe mal. Qu'est-ce que tu veux? Après, c'est pas un cheval facile non plus. Hein. C'était... Après la course, c'est toujours facile. Hein. Et comment on se remet d'un échec pareil? Il n'y a pas de choix. Hein. Il n'y a pas de choix. Hein. Sinon, après chaque course, on peut acheter un corps pour se pendre. Hein. Je sais pas moi. Non, mais on perdra plus qu'on gagne. Hein. Non, on va se remettre. Hein. On n'a pas de choix. Hein. Donc, c'était des claques, c'était des vraies claques. Bon, il y en a d'autres, même à des petites courses, des fois. Hein. Des fois, on ne comprend pas, des fois. Hein. Il y a des périodes, je crois qu'il y a eu une période avec 21 chevaux qui fait la faute en suivant. 21, c'est beaucoup. Hein. Encore au galop. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils ont mangé quoi là? Il y a de l'explosif ou quoi? J'ai dit, c'est pas possible. Mais là, tu commences à avoir. Tu poses des questions, hein, ça commence à ramer. Hein. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu vas en cours, bam, au galop. 21, je crois, hein, à la suite. Non, mais là, tu commences à poser des questions. Hein. J'ai dit, mais c'est pas bon. Tu te remets en cause? Oui, mais bon, j'ai toujours travaillé pour des entraîneurs qui m'ont toujours dit, je ne change jamais rien. Et moi, j'ai toujours pris ça dans la tête, je ne change jamais rien, c'est un truc qui marche. Donc, je ne change pas l'aliment, je ne change pas, et puis ça est revenu tout seul, quoi. Ça s'explique Mais pas. c'est des passes, comme quoi, des fois tu as des passes et tu gagnes tout, même avec des chevaux qui ne sont pas bien, et des pam, tu as 3-4 ans suivants que tu gagnes, et des fois, mais tu ne sais pas, c'est compliqué les courses. T'as à devenir fou, hein? Ça peut, oui. Mais bon, j'ai déjà à moitié fou, donc c'est pas grave. Alors, le prix d'Amérique, ça reste la course que vous voulez gagner, l'Amérique? Oui, et Yonkers, j'aimerais bien aussi. Mais bon, c'est pas facile. Mais bon, oui, le prix d'Amérique, bien sûr. Mais bon, après, même si j'ai gagné un prix d'Amérique, bah après, je sais pas, j'ai jamais gagné un prix d'Amérique, j'étais deuxième, mais je sais pas si j'ai gagné le plus belle déjà, parce que je sais pas si ça peut être plus beau encore. C'était le Graal, l'Elite Lope. Ah, c'est vraiment beau avec les publics et tout ça. Et le temps, t'as toujours, bon, 9 fois sur 10, t'as des beaux temps. Non, mais ça, bon. Ah, si, ça fait un tout quand même, ça fait un tout. Ah bon? Si t'es froid et tout ça dans un prix d'Amérique, moi, bon, si, c'est pas la même ambiance. C'est bien quand même. Mais, ouais, je sais pas. Mais je sais pas, le prix d'Amérique, c'est plus dur à gagner, je pense. Bah, je sais pas, il y en a qui disent 18 partants, tout le monde a le couteau dans les dents, et il y a toujours du monde qui prépare que le prix d'Amérique. Et moi, j'ai quand même un homme qui court toute l'année. Je ne sais pas faire un meeting avec un cheval. Je sais pas, j'ai jamais... Moi, mon cheval, il faut aller bien, et j'arrive bien d'entretenir avec pas beaucoup de travail. Mais j'arrive pas à garder un cheval et de piquer à... C'est trop dur pour moi. Moi, j'arrive bien quand un cheval il est au niveau. J'arrive bien de le garder à son niveau. Mais je peux pas... J'arrive pas de le redescendre et le remonter. J'ai du mal avec ça. On parle de cette Elite Lope dans la journée. Ça s'est passé comment avec Étonnant, ce troisième sacre? Ben, on était très confiants. Mais c'est toujours un peu confiant, non? En vrai. Ben, quand mes chevaux sont bien, je suis confiant. Mais bon, tu peux dire, mais j'ai un optimiste, c'est sûr. Mais moi, j'estime quand mes chevaux ils courent. Bon, des fois, mais quand moi je mets un bonhomme vert, par exemple, à mon cheval, ça veut dire qu'il est très bien. Il est très bien au travail. Sinon, je ne le mets pas. Mais après, bon, des fois... Oui, ça peut arriver. Donc là vous étiez confiant pour... Mais bon, là, j'étais très confiant. Et Anthony aussi. Anthony, c'est Anthony Barrier, bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'ai dit à Anthony, la seule chose qu'il faut faire, c'est se qualifier. Après, tu es numéro 1 d'or, c'est pas grave.
J'avais dit à Anthony, j'ai dit, tu peux rester à 3e épaisseur, tout le parcours, tu gagnes encore. Non. Ah si, bon, il a fait plus, hein, parce qu'il a sorti, dans le dernier virage, il était 4, hein, il a fait la faute, et j'ai dit, tu gagneras encore. Avant la course, vous lui dites Avant ça? la course. Oh, c'est incroyable avec Anthony Barrier qui accélère à l'extérieur. Est-ce qu'Anthony Barrier va réussir à faire l'exploit, à réaliser l'exploit? Il va le faire comme Timoko. Incroyable succès. C'est la France qui gagne. Bon, on était stressés parce que c'était un cheval qui était quand même pas si facile que... C'est pas Timoko, hein, c'était pas 1, 2, 3, 4, donc il pouvait faire une faute. Et bon, à l'épreuve, il fait une faute et... Mais bon... Quand vous le voyez faire la faute, vous dites c'est mort? Ah oui, tu voyais faire la faute à 800 mètres des poteaux, j'ai dit bon, c'est mort, hein. J'ai dit on peut rentrer. Hein. La poisse, j'ai dit. Et après, dans le dernier virage, tu vois la bonnet bleue. Oh putain, j'ai dit mais... il revient bien. Et après, tu recommences à croire, parce que celui-là, il est très fort quand même. Il était très fort. J'ai jamais vu un cheval 1600 mètres faire une faute et revenir gagner dans cette catégorie-là. Là. Je crois que ça veut dire un moment pour un cheval, il refait ça, je pense. Si étonnant, il avait la moteur et la facilité de Timoko, c'était, je sais pas, c'était nouveau Festin Bourbon. Mais bon, c'est pas grave, je me plains pas, hein. Attention. Hein. Mais il avait une force énorme. Ils étaient quand même différents les deux, hein, Timoko et Tu peux pas la comparer parce que Timoko c'était une classe. Attends, Timoko c'était pas est-ce qu'on va prendre la tête, c'était on prend la tête ou on démarre plus doucement, on vient après, mais 9 fois sur 10, on a dit on prend la tête, c'était pas une question, c'était... Mais avec Étonnant, c'était pas pareil. Des fois, il partait au galop, mais des fois, non, c'est pas facile. C'était une force de nature, mais pas facile. Toujours. Jusqu'à ces dernières courses, il faut toujours rester avec. Bon, Anthony, c'est pareil, on parlait avec de Timoko, mais Anthony, il pouvait lire et écrire avec Étonnant. Vous connaissez par cœur. Monter, atteler. Ouais. C'est devenu un ami, on fait des vacances ensemble, bah, pas tous évidemment, mais cette année on est parti à Hollande. C'est un grand homme, pas par sa taille, mais c'est bien, moi j'adore. Et sa femme aussi, et ses filles. On revient à Étonnant, vous dites pour ses adieux, j'ai préféré le présenter à Solvala, face à des milliers de supporters plutôt qu'à Vincennes. C'était surtout l'effet dans l'Elite Loop. L'Elite Loop, c'était un peu une défaite. On n'arrive pas à se qualifier. Et puis maintenant, j'ai dit, il faut quand même pas faire des conneries. Qu'est-ce qu'on va courir après, derrière, le Grand Prix de Sud-Ouest Moi, j'ai dit, le cheval, il est moins bien. Donc, il a prouvé qu'il était moins bien. Il faut respecter. Et je pense... On était assis avec Anthony en haut. Dans le virage, il y a les trucs pour les propriétaires. Et on était assis tous les deux à boire une bière après la course. Et j'ai dit, Anthony, on n'a plus rien à prouver là. J'ai dit, ça serait peut-être bien si on fait l'adieu là. Et il a dit, oui, tu as peut-être raison. Et j'ai appelé Anders, le directeur d'hippodrome. Et avec l'autre directeur, ils sont venus ensemble et ils ont dit, on fait ça direct après l'Elite Loop. OK. On a fait ça et c'était émouvant parce que je ne sais pas combien de monde il y en avait encore après l'Elite Club, mais tout le monde il applaudit, il chantait étonnant. C'était magique ça. Et je crois qu'il méritait bien un honneur comme ça. Par rapport à Vincennes, c'était mal passé parce qu'ils retardaient toujours des opérations. C'était la bonne journée, je pense, à faire. La journée des propriétaires, quand il y avait les 5 groupes 1. Mais bon, ils ont fait ça avant la dernière ou un truc comme ça et il n'y avait plus de public, c'était dommage. Et je pense pour un cheval comme ça, peut-être pour les prochains cracks comme ça sera bien, ils font ça au milieu de la journée, quoi. Au moins tu as... L'effervescence. un peu de reconnaissance pour le cheval. Le geste, il était bien. Mais pour le cheval, c'était un peu nul parce qu'il restait plus beaucoup de monde dans la tribune, quoi. Vous croyez que c'est compliqué aussi de conquérir le public français à
à soutenir des cracks comme ça? Après, c'est facile à dire, hein, parce que faire une journée en Suède, faire une journée, en au revoir un cheval un autre jour en Suède que l'Elitlopp ou le critérium de 4 ans. Pour voir du monde dans l'hippodrome qui viennent que pour les chevaux, c'est pas facile, hein. Il ne faut pas le dire. Hein. Donc c'est facile à dire à l'Elitlopp. Bon, et évidemment, c'était le moment à faire, je pense. Mais j'ai rendu compte attirer du monde aux courses. Aujourd'hui, pour les chevaux, c'est pas facile. Partout? Partout au monde. Moi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de critiques à Vincennes, mais moi, je trouve à Vincennes, il faut quand même beaucoup de choses pour voir du monde à l'hippodrome. Les pédères, il y a toujours mieux, mais bon, ils font quand même beaucoup de choses pour remplir la... Il ne faut pas oublier, il y a je ne sais pas combien de courses, tous les jours, des courses l'hiver. Voir du monde tous les jours dans un même hippodrome, ils ne viennent pas tous les jours en hippodrome, hein, du monde hors des courses. Donc pour voir du monde de course, c'est pas si simple que ça. Il y a trop de courses en France pour voir autant de spectateurs dans les hippodromes. Je trouve déjà assez magique quand tu vois les hippodromes en herbe et tout ça. Quand ils sont en fête, il y a quand même des hippodromes où tu vois dans le sud-ouest, Villeréal par exemple, il y a quand même du monde aux courses, c'est fort. Ils font ça bien, il y a un repas, il y a un truc, tu es proche des chevaux. C'est peut-être aussi, il y a un camping à côté et tout ça, mais ils ont du monde en course. Hein, mais c'est chouette à voir, même les petits hippodromes qui réussissent à avoir du monde en course, quoi. Vous avez connu la Hollande avec justement le problème où il n'y avait plus d'argent aux gagnants, ça c'est compliqué. Est-ce que vous craignez la même chose pour la France ou pas? Vous faites partie des pessimistes ou des optimistes pour les courses en France? Je suis toujours positif à la base, mais les courses, c'est plus compliqué parce que c'est le jeu. Est-ce que le jeu il va tenir? C'est une chose. Je trouve, mon avis, hein, je sais pas, moi je trouve les jeux ils sont trop compliqués. Moi j'ai incapable de dire à un inconnu qu'est-ce que vous dites à Equidia. J'ai les combinaisons, ni machin. Bon, déjà, c'est peut-être la langue aussi qui cloche un peu, mais pour moi c'est trop compliqué tout ça. Après, le jeu, c'est une chose. Après, c'est la vie d'aller aux courses. Je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de vieux aux courses, malheureusement, que des jeunes. Ça dépend des hippodromes un peu, mais c'est un peu tout le monde. Ça vieillit un peu quand même notre public. Quoi. Et c'est quand même assez dur. Et maintenant, il y a les protection animale, entre guillemets, qui va se mêler dedans. Je vois ça en Suède, je vois ça en Hollande. Ça commence à compliquer les choses. Je crains un peu, la première chose, peut-être des chevaux d'obstacles, mais on va tous passer. Hein. C'est pas peut-être la France. Bon, la France, il y a quand même beaucoup d'enjeux dessous. Heureusement, il y a un peu de l'État dedans. Mais si, ça craint un peu quand même. Je ne suis pas pessimiste non plus. On a les meilleurs en France. La France, c'est quand même le meilleur pays au monde, surtout pour les trotteurs. Hein. Il n'y a pas un meilleur pays. Hein. Je critique beaucoup aussi, moi, des trucs. Bon, il y a des trucs à améliorer, mais il ne faut pas oublier, on est numéro 1 au monde, hein, en France. Hein. Mais bon, il ne faut pas que ça coule. Que la France, coule. Pour le reste du monde du sport, de trop, même les galops, mais si la France, ça ne va pas, c'est une catastrophe au monde des courses, hein. Partout. Hein. Vous investissez, vous, perso, politique, dans les hippodromes, à côté, dans les sociétés de course, pour essayer de trouver des solutions pour... Pas de problème. Je resterai toujours étranger, moi, en France, même ici. Et je pense pas... J'ai essayé un peu, j'étais un peu dans les programmes. J'ai été venu quelques fois dans les programmes. Et je ne pense pas, moi je suis l'homme qui a le pouvoir pour dire quelque chose. Voilà. Moi, par exemple, j'ai dit pour des jeunes chevaux, moi j'aime bien les jeunes chevaux et tout ça, mais même pour des vieux, il n'y a pas assez de courtes distances dans les courses.
Surtout pour nos 2 ans ici, il essaie d'étudier les chevaux à 2 ans. On court toute leur carrière des longues distances presque. Et on commence ici avec 2004, dans le sud-ouest je parle. 2004, 2005, 2004, moi j'ai essayé d'intervenir un peu là, mais je pense qu'ils s'en foutent de mon avis. Donc j'ai dit de temps en temps encore, mais il y a des trucs à regarder, comme les départs Autostar, comme ils font à Solvala avec un poteau de départ avant la voiture. Quand il arrive à la voiture, quand la voiture, il arrive par exemple à la porte de départ, il faut mettre 100 mètres avant, tout le monde il doit être à sa place, parce que des fois, quand je vois les départs Autostar ici en France, ils sont à 4-5 longueurs derrière la voiture. Comment un joueur qui joue numéro 16 derrière la voiture, et le vite, il ne colle pas à la voiture à 100 mètres, il va être à 3-4 longueurs derrière la voiture. Comment un joueur il peut être content avec ça? Je pense qu'il faut un peu de discipline aussi, même tous les drivers. C'est moi qui dis ça, moi je dérobe souvent, hein, mais je pense que quand tu vois les pays comme, je ne dis pas que la Suède il est bon, hein, parce qu'ils ont plein de trucs, c'est la merde aussi, hein, mais je pense pour les départs, ils sont très forts. À 100 mètres, si tu es à 100 mètres de départ, si tu n'es pas avec le nez contre la grille, tu es sanctionné. Et bon, si tu n'es pas là, tu es vraiment sanctionné le deuxième coup. Tu fais un avertissement le premier coup, le deuxième coup, tu fais une grande sanction. Après, je pense que ça met un peu de l'ordre dans le truc. Ça va durer une semaine, peut-être parce qu'ils ne comprenaient pas trop, mais au bout du moment, quand une voiture est lancée, tout le monde y va être à l'heure. Hein. Mais il faut un poteau. Où tout le monde il doit être à sa place. Et si tu n'es pas à ta place, tu es sanctionné. Et puis voilà, après, moi je pense au moins, bon ça c'est que pour le départ, mais il y a plein de petits détails. C'est pas moi le directeur technique. On est trop laxiste, on manque de règles, il faut être plus dur. Après, il n'y a pas trop de règlements de départ. Quand tu vois, on est le seul sport, je pense, au monde qui part au numéro à le départ volté, je pense. Le seul pays, je pense. Tous les autres pays, ils partent en numéro, le 8 il part en dehors et le 1 il part en dedans. Et nous, on va dans la raquette, on fait la guerre déjà au départ. Le meilleur, il a la meilleure place, quoi. Je pense qu'il faut... Bon, après, c'est mon avis. Je ne sais pas si ça compte. Mais je pense qu'il faut faire des trucs au plus clair possible pour les joueurs, pour y rester motivés. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez une grande expérience, vous avez donc une grande légitimité et vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté quand vous donnez des avis comme ça? J'ai écouté, mais ils font rien avec. Mais bon, ils n'entendent pas. Après, c'est ce que j'ai dit, je resterai toujours à l'étranger. Mais ça, c'est pas grave, hein, c'est pas... Mais au moins, je ne demande pas, je n'ai pas que des bonnes idées. Hein. Mais bon, quand même, comme tu me dis, j'ai voyagé un peu, j'ai vu beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut améliorer à ce niveau-là, on peut améliorer un peu. Vous pensez qu'aujourd'hui, nos courses, c'est vraiment des courses de drivers? Ça dépend des chevaux. S'il y a un cheval qui est au-dessus de l'eau, où il faut le driver un peu à l'extérieur, je préfère de mettre un pilote qui connaît plutôt les chevaux et qui est motivé pour les chevaux, que de mettre un crack pilote, parce que je trouve, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, je trouve quand un cheval qui pas la marche, il faut mettre un pilote parce qu'ils se courent entre eux. Mais ça me plaît pas forcément, parce qu'il y a des courses... moi, j'ai eu un exemple, je ne veux pas dire des noms, mais j'ai des chevaux qui se couraient à Vincennes avec des cracks pilotes, et j'ai dit, si tu es en tête, tu resteras en tête, parce que mon cheval, il est bien, et il préfère aller en tête. Et après, il y a un favori qui arrive, et après la course, il dit, oui, ton cheval, il était bien. Il finit 5-6e, et il dit, mais j'avais plus de place. Mais bon, pourquoi? Moi, j'ai fait 700 bornes de route pour mettre un crack pilote qui n'a jamais tort, parce qu'après, il donnait la tête à un favori. Mais bon, mon cheval, il préfère aller en tête, il finit bien, il dit, oui, ton cheval était bien, mais je ne pouvais pas sortir.
Mais bon, moi j'ai fait 700 bornes de route, donc je préfère de mettre un pilote qui m'écoute, qui est motivé pour le gagner, que des crack pilotes des fois. Vous parliez tout à l'heure de jeunes chevaux, vous adorez les jeunes chevaux. Vous avez une méthode d'entraînement un peu différente? Vous avez la méthode Westering avec les chevaux? Après, dans le sud-ouest, j'arrive bien, je trouve. Mais en haut, je suis nul en fait. Parce que j'arrive pas trop J'ai jamais eu un cheval qui courait le critère de jeune encore. Et ça, on me parlait des courses, qu'est-ce que l'on veut? Je veux quand même un partant d'un critère de jeune, un jour. Et j'ai jamais arrivé, parce que bon, on a peut-être aussi un grand obstacle, c'est le voyage avec des jeunes chevaux. Parce que nous, on va déjà à Vincennes, si on va, on a déjà 700 bornes dans les pattes. Et je pense pour les jeunes chevaux, ça joue un peu quand même. C'est un défaut d'ici. Pourquoi pas aller à Grosbois? Parce que j'ai pas envie. Et ça, c'est autre chose. Même pas un hiver comme ça? J'y pensais, mais après, j'ai pas beaucoup de personnel. Il faut que je mette un gars de confiance et ça va me faire encore plus voyager pour y aller là-bas. Parce qu'il faut quand même... Ou il faut vraiment quelqu'un qui je peux aller comme ça, quoi. J'avais dans l'époque, il y avait Erwin Gansenotti qui travaillait pour moi. Si lui il me dit, bon, je peux y aller là-bas, je l'avais fait avec les yeux fermés. Mais il n'y en a pas beaucoup que tu peux envoyer. Tu peux dire, bon, on va aller 3 mois, et quand ils sont en famille ou je sais pas quoi, là, ici, ou il faut que je trouve un gars là-bas, mais qui? Déjà, c'est difficile à trouver le personnel. Je trouve un gars qui... Ici, tous les gars qui sont là, j'ai besoin d'ici, donc je ne peux pas l'envoyer. Après, pas facile. Hein. Et quand moi je vais aller, ça va pas aller pour moi. C'est ça. Ça va être trop long. Non, mais moi j'aime ma vie ici, j'ai mon fils. Moi je ne veux pas rater 3 mois de mon fils maintenant. Non, c'est mort. Je ne fais pas ça. Moi, c'est ça que j'ai dit, j'ai autre chose que les autres entraîneurs, parce que, bah, je ne dis pas tout le monde, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même clan, mais il y a des entraîneurs, moi je ne vais pas changer ma vie avec. Hein. C'est toujours chaud, ils n'ont jamais rien d'autre. Et moi, j'arrive pas. Peut-être que je n'ai pas un bon entraîneur, je ne sais pas. J'ai peut-être l'homme plus heureux au monde, je ne sais pas. Mais moi, je dis toujours, je souhaite ma vie, que je vis à tout le monde, quoi. Moi, j'ai fait ce que je veux, j'ai tout ce que je veux, tout va bien, quoi. Quel est le cheval que vous auriez aimé entraîner? Je l'ai déjà eu. C'est bon, ça. J'aimerais entraîner Timoko. Timoko, c'était meilleur que Timoko, je pense. Je ne cherchais pas. Bah, il n'y en a pas, pour moi. Il n'y a pas d'autre. Avec le recul, quand vous regardez votre parcours, vous vous dites quoi? Ah, c'est pas mal, quand même. C'est bien. 21 groupes 1, et des chevaux, et... J'avais rien, quoi. Et j'ai tout maintenant. C'est pas beau? Non, j'ai un parcours extraordinaire. Il faut dire merci à tout le monde qui m'a aidé, quoi. Mes parents, tout mon personnel, tout le monde, ma femme, les maréchaux, les vétérinaires, les supporters, les copains, tout le monde, quoi. J'ai pas fait ça tout seul. Hein. On peut faire un film. Hein. Un homme qui vient d'Hollande avec 2 valises, une femme et une voiture. Et après, il y a tout ça. C'est un rêve, hein? Non? Bon, il y en a qui font mieux que moi, hein? Ça c'est pas grave, mais pour moi, c'est un rêve. On peut faire un film. Ça mériterait d'ailleurs. Merci beaucoup, Richard, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir de partager toute cette vie-là avec plaisir. vous. Merci, Richard. Avec plaisir.